Bonjour et bienvenue dans Smart Space, votre rendez-vous dédié à 100% au business et à l'exploration spatiale. Et aujourd'hui, on va parler de la militarisation de l'espace. Après la terre, la mer et les airs, l'espace est-il en train de devenir le quatrième terrain d'opération militaire? Réponse avec nos invités en plateau. Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées. Bienvenue sur le plateau de Smart Space. Et puis avec nous à distance, le général Jean-Daniel Testé, PDG de l'OTA, l'Organisation de l'Observation de la Terre appliquée, ancien commandant interarmé de l'espace et aujourd'hui général de brigade aérienne, 2e section. Bienvenue dans Smart Space. Bonjour. Alors ma première question est pour vous, Hervé Grandjean. Pourquoi l'espace est-il devenu un enjeu stratégique militaire ? Il faut se souvenir pourquoi on a voulu faire une stratégie spatiale de défense en 2019. D'abord parce que le spatial est absolument indispensable pour la bonne conduite de nos opérations militaires. Je vous prends un seul exemple. Quand en 2018, on a frappé les usines chimiques de Bachar el-Assad, c'était suite à un raid de Rafale qui partait de la base aérienne de Saint-Dizier. Mais avant de faire ce raid, il fallait des images de renseignement, donc des images d'observation de la Terre. Pendant le raid aérien, il fallait être capable de discuter avec nos pilotes pour ajuster les frappes. Et une fois que les missiles étaient partis, il fallait que ces missiles puissent être guidés par des satellites de géolocalisation. Donc on voit bien que sur toute la chaîne de conduite de ces opérations, on avait un besoin impérieux d'espace. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le spatial, c'est indispensable pour l'économie de tous les Français, pour vous, pour moi. Quand vous commandez une pizza, quand vous réservez un logement pour des vacances, eh bien, on estime que chaque jour, chaque Français utilise entre 10 et 40 satellites. Donc s'il y a des menaces sur les satellites dans l'espace, c'est une menace sur toute l'économie française. Et c'est notre travail, nous, ministère des Armées, que de protéger aussi l'ensemble des Français. Donc des opportunités, mais des menaces. La ministre des Armées, Florence Parly, avait révélé qu'il y avait eu une tentative d'espionnage, en tout cas d'approche d'un satellite russe, Louche Olympe, en 2017. Elle l'avait dit en 2018, mais c'était une approche qui datait de 2017, sur un satellite de télécommunication franco-italien. Et donc, nous avons besoin de nous protéger vis-à-vis de ce qui devient un espace contesté. Général Jean-Daniel Testé, effectivement, l'espace a toujours fait partie, en tout cas a eu un rôle à jouer dans les forces armées, qu'elles soient sur terre, dans la mer ou dans les airs. Qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui dans l'enjeu stratégique ? Je pense que comme vient de le dire Hervé Grandjean, je vais juste reprendre un petit peu ce qu'il a dit et puis pour ensuite répondre à votre question et remettre les choses en perspective et mettre quelques chiffres dessus. Grosso modo, aujourd'hui, les satellites d'observation dont il a parlé réalisent plus d'une centaine d'images quotidiennement. Donc ces images alimentent les services de renseignement et les unités opérationnelles pour qu'elles puissent être utilisées dans des missions de quotidiennes. Donc ça, c'est, je dirais, un chiffre assez important. On a plus de 100 images qui sont prises tous les jours par les satellites militaires français. De la même façon, les satellites de télécommunication, nous en avons 3 actuellement à notre service et ils permettent de transmettre les ordres de la métropole vers les zones d'opération et les comptes rendus de la zone d'opération vers la métropole, ce qui fait qu'il y a quasiment un suivi, je ne dis pas permanent, mais en tout cas très régulier et très fréquent de ce qui se passe très loin de notre territoire. On arrive à avoir des remontées d'informations depuis Paris, vers Paris, de façon très régulière. Et enfin, la géolocalisation, comme l'a dit Hervé Grandjean aussi, permet de guider nos avions, nos navires et nos véhicules terrestres avec énormément de précision et garantit, en plus de l'efficacité, je dirais, sur le terrain, l'efficacité opérationnelle, garantit aussi la sécurité, puisque maintenant on est capable de savoir précisément où se situent tous nos moyens et en particulier de les localiser pour les protéger. Donc c'est vraiment trois domaines qui sont très importants. La prise de conscience dont a parlé Hervé Grandjean à l'instant est réelle, c'est qu'aujourd'hui on a pris conscience que ces systèmes dont on était étroitement dépendants sont menacés. Enfin, ils sont menacés pas forcément à court terme de façon, je dirais, létale, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas être détruits demain, il n'y aura pas de surprise de ce côté-là, même s'il y a beaucoup de choses qui se préparent, je pense qu'on y reviendra plus tard. Mais par contre, ils peuvent être perturbés par des activités d'espionnage, de surveillance, comme celle à laquelle la ministre avait fait allusion en 2017, qui était réellement, enfin, c'était pas une allusion, c'était vraiment une activité qui s'est passée. Et ce type d'activité, il y en a, je dirais, tous les jours. Ça a commencé en 2012, où on a eu les premiers témoignages de positionnement d'objets suspects à proximité de nos satellites de télécommunications. On parle d'espionnage, qu'on soit clair.
Absolument, ouais. Enfin, une fois de plus, espionnage, à l'époque, en 2012, je remonte sur cette époque-là, on ne savait pas trop. On savait qu'il y avait un objet à proximité, et était tellement à proximité qu'effectivement, on pouvait penser que c'était de l'espionnage. En 2017, quand Mme Parly a fait référence au Louche-Olympe, là, on avait plus de certitude, parce que tout dans le comportement de l'objet en question, et puis il s'était arrêté à côté d'Athina Finus, qui était un satellite franco-italien de communication, mais auparavant, il avait fait ce qu'on avait appelé, nous, militaires, la balade du Louche, un petit peu sur l'orbite. Il avait inspecté tout un tas d'autres satellites. Donc effectivement, sa mission était essentiellement une mission d'espionnage, d'écoute, voire d'interception des communications. Donc là aussi, c'était très suspect, et en tout cas ennuyeux, puisque vous imaginez que par ces, comme je l'ai dit tout à l'heure, par ces satellites de télécommunications passent, je dirais, tous les ordres, une grande partie des ordres qui vont vers les forces en opération. Très important pour les forces actuelles. Alors, Hervé Grandjean, quelle est la stratégie adoptée par le ministère des Armées pour développer ces forces militaires spatiales? Et si vous pouvez nous dire aussi un mot sur le budget et l'échéance. Bien sûr. Alors effectivement, pour parer à ces nouvelles menaces, celles dont on vient de parler, le fait aussi qu'il y ait de plus en plus de satellites dans l'espace. Aujourd'hui, il y a 1500 satellites en orbite. On estime que dans 10 ans, il y en aura 7 fois plus. Il y aura 10 000 satellites dans 10 ans. Oui. Donc nous avons besoin d'avoir ce qu'on appelle un Space Traffic Management, un peu comme ce qui se passe dans le domaine de la circulation aérienne, d'avoir une vision extrêmement claire de ce qui se passe dans l'espace. Donc il y a d'abord un premier enjeu qui consiste à très très bien connaître ce que nous avons au-dessus de nos têtes. Donc on a un certain nombre de moyens, on a des radars, on veut développer des services, c'est-à-dire s'appuyer sur des entreprises qui mettraient des constellations en orbite qui nous aideraient à surveiller l'espace. Donc ça, c'est un premier enjeu, c'est avoir une extrêmement bonne connaissance de la situation spatiale. Et ensuite, il faut être capable de se défendre activement si toutefois nous étions menacés ou attaqués. Donc on a évoqué dans la stratégie spatiale de défense avec la ministre des Armées un certain nombre d'objets assez emblématiques de ce qu'est cette nouvelle défense spatiale. Alors j'en citerai quelques-uns. Les premiers, c'est des lasers de puissance, des armes à énergie dirigée qui permettraient d'éblouir, de dégrader un satellite ennemi qui s'approcherait un peu trop près de nos satellites les plus précieux. Et puis un deuxième exemple, c'est ce qu'on appelle des nanosatellites patrouilleurs ou guetteurs. Nous avons 36 000 km au-dessus de nos têtes des gros satellites de télécommunications militaires, les satellites Syracuse. Bientôt, nous allons lancer une nouvelle génération dans quelques semaines, les satellites Syracuse 4. Eh bien, ces nanosatellites guetteurs sont des sortes de gendarmes qui patrouilleraient autour de nos gros satellites pour empêcher ou en tout cas prévenir une approche de satellites potentiellement ennemis. En termes de budget, pour faire tout ça, nous avons remis au pot, si je puis dire les choses de cette manière. Nous avions prévu dans la loi de programmation militaire initialement 3,6 milliards d'euros. Avec cette stratégie spatiale de défense, nous avons rajouté 700 millions d'euros. Ce sont donc plus de 4 milliards d'euros qui sont entre 2019 et 2025 consacrés aux questions spatiales au ministère des Armées. Est-ce que la France doit penser sa stratégie plutôt au niveau européen? Alors, en fait, tout dépend de quoi on parle. Il y a des choses qu'on veut garder de manière extrêmement souveraine, parce qu'elles sont très confidentielles, parce qu'on ne veut pas le partager. Il y a des choses que, évidemment, on souhaite faire dans un cadre européen. Un seul exemple, nous travaillons avec l'Allemagne dans le domaine de l'observation. Nous avons des satellites d'imagerie optique qui prennent des photos de la Terre, si vous voulez. Les Allemands ont des satellites qui font la même chose, mais sur une technologie radar. En gros, ils peuvent prendre des photos, même s'il y a des nuages. Mais ils commencent un peu à développer aussi la technologie optique. Oui, tout à fait. Mais donc, l'idée est de mettre en commun ces bibliothèques d'images que nous prenons les uns et les autres parce qu'on estime que c'est des choses qui peuvent être partagées au niveau européen. Donc, l'Italie, l'Allemagne sont des partenaires privilégiés en Europe pour ces questions spatiales. Et puis ensuite, il y a des choses sur lesquelles on peut s'appuyer sur des partenaires privés. J'ai cité tout à l'heure une constellation de surveillance de l'espace qui est en train d'être montée par une société qui s'appelle Northstar en partenariat avec Thales. C'est tout à fait quelque chose sur lequel on pourrait s'appuyer. Aujourd'hui même, on repose sur des données de surveillance de l'espace qui émanent d'Ariane Group via un réseau de télescopes qu'on appelle GeoTracker, via aussi Safran Data System qui interroge la radiofréquence des objets spatiaux. Donc nous avons un cœur souverain parce qu'on souhaite être autonome. Il y a des choses qu'on peut partager au niveau européen et puis il y a des choses sur lesquelles on peut travailler avec des opérateurs privés. Général Jean-Daniel Testé, travailler peut-être à une autre échelle, c'est aussi peut-être assurer à la France des moyens suffisants pour acquérir une puissance militaire adéquate à la situation future? Je
Je pense qu'il y a eu une dynamique qui s'est installée, effectivement, toute récente, avec la stratégie spatiale de défense, qui est lancée. Maintenant, il s'agit de maintenir l'effort dont a parlé avec Grandjean dans la durée. Parce que si l'effort il dure 3 ans, il dure 5 ans, ce ne sera pas suffisant, compte tenu des investissements nécessaires. Si on veut aujourd'hui être capable d'avoir une appréciation autonome de situation, et c'est bien l'enjeu, puisqu'il y a un enjeu de souveraineté, que ce soit une souveraineté nationale ou une souveraineté européenne, il faut absolument qu'on soit capable de s'affranchir de données de pays, même de pays alliés comme les États-Unis, pour établir notre situation, pour être capable de dire, et typiquement dans le cas du Louche Olympe, par exemple, c'est un bon exemple, de dire que le Louche Olympe, c'est le Louche Olympe. Rien que pour arriver à ça, il faut avoir des systèmes qui surveillent l'espace jusqu'à l'orbite géostationnaire et qui soit capable d'aller déterminer, alors par tout un tas de méthodes que je ne détaillerai pas ici parce que d'une part ce serait trop long et ce serait aussi confidentiel, mais en tout cas il faut qu'on tende vers ça pour qu'on soit complètement autonome. Et cette autonomie a un coût, et pour être capable de se l'offrir, il faut que cet effort initié il y a 2 ans maintenant soit poursuivi pendant je dirais les 15 années qui viennent au minimum. Comment intégrer les moyens militaires spatiaux aux moyens terrestres? On en a parlé tout à l'heure, les forces sur la Terre, pour ne pas dire les forces seulement terrestres, mais sur la Terre, ont besoin des systèmes de navigation, par exemple, je pense à Galileo, ont besoin de tous ces systèmes-là. Quand on va développer ces nouvelles technologies, vous avez parlé de laser, il faudra une interopérabilité avec les forces sur Terre. Comment vous allez développer cet aspect-là? Il y a une intrication extrêmement forte entre tous les milieux, et effectivement, l'espace n'est plus qu'un milieu de servitude finalement pour permettre à des opérations aériennes, militaires, terrestres de se dérouler. Ça devient un champ de confrontation en tant que tel. Donc effectivement, on a créé un commandement de l'espace notamment pour intégrer cette dimension intermilieu qui sera à Toulouse. On aura à peu près 500 personnes en 2025, on pourra peut-être y revenir. Oui. Mais l'objectif, c'est effectivement que par exemple, dans le domaine du combat connecté, qui, pour nous, ministère des Armées, est une part très importante des conflits futurs et de la réponse aux conflits futurs, nous sommes en train de développer ce qu'on appelle le système de combat aérien du futur, en gros le successeur de notre avion de chasse aujourd'hui, à l'horizon 2040. Nous faisons la même chose dans le domaine terrestre avec le char de combat du futur, à l'horizon 2035. Et bien pour nous, ces combats, à cet horizon-là, 2040-2050, seront connectés avec des avions de transport, des avions de chasse, des drones, des missiles de croisière. Donc il y aura une vraie connexion, enfin c'est ça, c'est la connectivité, ce sera le maître mot. Il y aura une connexion absolument majeure entre tous ces vecteurs, et d'où l'importance d'avoir ce qu'on appelle un C2, un Command and Control, c'est-à-dire un cerveau, si vous voulez, qui agrège toutes les données, qui est capable de dispatcher des ordres avec de l'intelligence artificielle et évidemment un homme dans la boucle pour être extrêmement efficace et démultiplier nos capacités d'action. Qu'en est-il de la réglementation? Je vais me tourner vers vous pour commencer, Général Jean-Daniel Testé. La seule législation qui existe aujourd'hui, elle date de 1967, c'est le traité de l'espace, qui dit qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut, sauf utiliser une arme nucléaire dans l'espace. Alors, c'est même plus précis que ça. Ce qui est interdit formellement aujourd'hui, il n'y a qu'une chose qui est interdite, c'est le stationnement permanent d'armes de destruction massive dans l'espace. Tout le reste est autorisé, à partir du traité de 67. Donc, avant ce traité, il y a eu des tests. Vous pouvez peut-être nous expliquer ça. Et après ce traité, il n'y a pas de réglementation. Pourquoi est-ce qu'on en est venu là en 67? C'est parce qu'avant, il y avait un peu comme ça s'est passé à l'issue des expérimentations de l'arme nucléaire. Il y a eu des tests d'explosion nucléaire dans l'espace. Et tout pays confondu, je dirais, parce que là aussi, c'est trop facile de jeter l'opprobre sur un en particulier. Donc je pense tout pays confondu. Dans les grandes puissances, la France n'en a pas fait, c'est clair. Mais par contre, tout pays confondu, il y a une 50aine d'essais d'explosions nucléaires dans l'espace, dont certaines on peut défrayer la chronique parce qu'elles ont été médiatisées. Ça faisait des magnifiques aurores boréales, et bon, pour les spectateurs au sol, mais bon, c'était pas très rassurant quand même. Donc le traité de 67 a prohibé ça, c'est-à-dire que formellement, on n'a plus, depuis cette époque-là, il n'y a plus d'essais nucléaires, d'explosions nucléaires dans l'espace. Donc c'est clair. Et puis en plus, ça peut avoir des conséquences terribles, non pas sur la population, parce qu'on est quand même très haut, mais aujourd'hui, une explosion nucléaire dans l'espace, ça crée une impulsion électromagnétique qui annihile toutes les communications. Donc, grosso modo, si on fait exploser une bombe nucléaire dans l'espace, on n'aura plus de communication par satellite et on n'aura quasiment plus de GPS puisque les signaux seront perturbés et n'arriveront plus vers le sol. Donc, vous imaginez un peu la catastrophe que ça peut produire. Donc il y a ce traité, mais il n'y a pas de réglementation. Il n'y a
personne ne va venir, il n'y a pas d'organisme de répression. Voilà, c'est ça que je veux dire. Vous pouvez réagir aussi, Hervé Grandjean. On est en train de travailler sur le sujet, et Hervé Grandjean y a fait référence tout à l'heure. Oui. On parle maintenant beaucoup de Space Traffic Management. Et dans ce cadre-là, qui est un petit peu l'extrapolation, parce que bien entendu ça nous vient des États-Unis, l'extrapolation de l'Air Traffic Management. Alors je m'arrêterai là parce que l'analogie n'est pas du tout la même. On ne contrôle pas les satellites comme on contrôle les aéronefs, ça n'a rien à voir. Donc c'est encore un autre domaine. Mais dans ce domaine-là, aujourd'hui, il y a des discussions internationales à différents niveaux, que ce soit au niveau de l'ONU, que ce soit au niveau de l'agence de standardisation, qui a pour but de définir des règles de comportement et des règles de bon comportement de façon à assurer un maximum de transparence sur les activités spatiales. Hervé Grandjean, vous voulez réagir ? Il y a effectivement de plus en plus de satellites et donc on peut le comprendre, un besoin de régulation de ce qui se passe dans l'espace. Donc dans le cadre de la stratégie spatiale de défense, nous on a voulu apporter quelques modifications au corpus, pas forcément législatif mais réglementaire qui existait. Très simplement. On a d'abord voulu être, nous, ministère des Armées, opérateur spatial. Ça veut dire que concrètement, demain, ce seront des militaires qui piloteront nos satellites militaires qui sont dans l'espace. Jusque-là, ce n'était pas le cas. Ça pouvait être des personnes qui travaillaient dans une entreprise privée, Téléspazio par exemple, des ingénieurs du CNES, énormément de compétences, mais pour mener des opérations spatiales militaires, on a estimé que ça devait être à des militaires de piloter ces satellites, et c'est ce qu'on est en train de leur apprendre à faire. Première modification. Deuxième modification, besoin de réguler un peu plus ce qui peut être fait dans l'espace en termes de services. Il y a des sociétés qui prennent des images de l'espace, mais en fait ça c'est important, c'est des données stratégiques. Est-ce que ces sociétés peuvent les vendre librement sans demander l'autorisation de l'État ? Pas sûr, et donc c'est ce sur quoi il faut en débattre. Il faut créer le débat et peut-être instaurer une réglementation. Par exemple, il n'y a pas de notion de territoire dans l'espace. En France, dans le monde, on a les eaux territoriales, tel ou tel territoire, c'est très clair, c'est très délimité. Dans l'espace, il y a un principe qui vient du traité de l'espace, qui est un principe de non-appropriation, qui est un principe d'usage pacifique de l'espace, et donc nous, évidemment, la France, on s'inscrit dans ce cadre-là. Il peut y avoir peut-être des tentatives de prédation, des pays qui réfléchissent à s'approprier des zones spatiales. C'est bien tout l'enjeu de cette stratégie spatiale de défense, de faire en sorte qu'il y ait une sorte de liberté de circulation et de non-appropriation par qui que ce soit de ce qui est un bien commun pour tous, qui est l'espace. Et c'est aussi pour ça qu'on veut développer une défense active. Et quand je parle des nanosatellites, quand je parle des lasers de puissance, quand je parle de la surveillance de l'espace depuis l'espace par des constellations, c'est bien pour concourir à cela, au fait que l'espace, oui, se militarise d'une certaine manière, mais ne devienne pas un terrain où il y a des conflictualités massives. Oui. Général Jean-Daniel Testé, il faudrait donc peut-être créer un organisme de surveillance à l'échelle internationale pour qu'il y ait à un moment donné une forme de contrat punitif peut-être ? On pourrait considérer qu'effectivement l'ONU aurait un rôle à jouer dans ce domaine-là, et je pense que les discussions qui sont en cours montrent quand même quelques limites. Bon, on sait très bien que les discussions à l'ONU sont jamais très faciles parce qu'il y a beaucoup trop d'intervenants, et il y a majoritairement des intervenants qui malheureusement ne se sentent pas concernés par ce qui se passe dans l'espace parce qu'ils ne sont pas opérateurs spatiaux, que ce soit national ou que ce soit commercial. Donc la difficulté est là, mais dans l'absolu, si on veut réellement créer un space traffic management efficace, il faudrait qu'on arrive vers une institution supranationale qui soit capable de faire respecter les règles. Parce que comme toujours, les règles, on a beau les établir, si personne n'est là pour les faire respecter, après on fait un petit peu ce qu'on veut. Et j'en reviendrai, je dirais, à la couche qui me paraît moi la plus importante, et on en a déjà parlé à plusieurs reprises, qui est la couche de connaissance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être capable d'apprécier ce que font les ondes dans l'espace, de même que ce que font nos propres moyens, il faut des moyens de surveillance performants. On en a déjà parlé tout à l'heure. Donc c'est l'enjeu. Sans moyens de surveillance autonomes, je veux dire européens ou nationaux, on pourra toujours créer du space traffic management, on sera toujours dépendant de quelqu'un pour authentifier qu'une activité est suspecte ou qu'une activité peut être hostile. Et donc le principal, pour moi, la couche principale à renforcer et sur laquelle doit être maintenu l'effort qui a été initié il y a quelques années, c'est la couche de surveillance. Vous êtes d'accord avec ça, Hervé Grandjean ? C'est la base de tout. On ne peut pas agir intelligemment si on n'a pas une connaissance fine de ce qui se passe. Donc oui, c'est une première étape. C'est pour ça qu'on a des moyens souverains en France. C'est les radars GRAV qui permettent de scruter l'orbite basse jusqu'à 1000 km. On est en train de rénover ce moyen. On va développer un nouveau moyen derrière. Aujourd'hui, on est capable de
capter l'équivalent d'une machine à laver à 500 km au-dessus de nos têtes. Demain, l'idée est d'être capable de capter une boîte à chaussures. Voilà, parce que les objets se miniaturisent de plus en plus. Et donc, on a besoin d'avoir des yeux de plus en plus fins, de plus en plus aigus. Et c'est ce à quoi on travaille. Merci beaucoup Hervé Grandjean, porte-parole du ministère des Armées, d'être venu sur le plateau de Smart Space. Merci à vous également, Général Jean-Daniel Testé, d'être venu à distance participer à cet échange sur la militarisation de l'espace. C'est la fin de cette émission, c'est également la fin de Smart Tech. On se retrouve dès lundi sur Bismart pour une nouvelle émission et dans une semaine pour votre émission Smart Space. Bon week-end.